En toute vérité, 11h midi sur Sud Radio, Alexandre Devecchio. En toute vérité, chaque dimanche entre 11h et midi sur Sud Radio, sécurité, économie numérique, immigration, écologie. Pendant une heure chaque semaine, nous débattons sans tabou des grands enjeux pour la France d'aujourd'hui et de demain. Et ce dimanche, nous avons le plaisir de recevoir Louis Sarkozy. Le chroniqueur nous parlera de son premier essai, Napoléon, l'Empire des livres, qui vient de paraître aux éditions Passé Composé. Il évoquera aussi avec nous les 100 premiers jours de la présidence Trump, l'élection du président de LR, ainsi que ses propres ambitions politiques. Comment expliquer la fascination des hommes politiques pour Napoléon? Les 100 premiers jours de Trump à la Maison-Blanche se terminent-ils par un Waterloo? La droite française a-t-elle besoin d'un nouveau Bonaparte? Louis Sarkozy se rêve-t-il en Louis-Napoléon Sarkozy? Tout de suite, les réponses de Louis Sarkozy en toute vérité. En toute vérité sur Sud Radio, Alexandre Devecchio. Louis Sarkozy, bonjour. Bonjour Monsieur Devecchio. Ravi de vous recevoir sur ce plateau. On va parler de votre passion pour la politique, de vos ambitions, mais d'abord votre livre, parce que c'est peut-être le plus important, un livre d'histoire assez inattendu sur Napoléon. Napoléon par les livres, justement, l'Empire des livres aux éditions Passé Composé. Pourquoi s'être lancé dans cet essai? Si vous voulez, enfin, il y a plusieurs raisons. La première est personnelle. Il est vrai que depuis que j'ai 16 ou 17 ans, je suis assez obsédé par le personnage Napoléon. Et je voulais absolument écrire quelque chose sur lui, publier quelque chose sur lui de relativement long format, un livre, pas seulement un article, pour le sortir de moi. En fait, pour passer à autre chose. C'est un peu une tentative d'exorcisme, ce livre, parce que si ma femme était votre invitée, elle pourrait vous dire qu'il est sur tous nos murs. Enfin, il y a une espèce d'obsession quasiment morbide sur l'empereur depuis un jeune âge. Donc ça, c'est la première vraie raison. Ensuite, il est vrai que quand on lit en tant qu'amateur ou même en tant qu'historien des biographies sur l'empereur, des articles sur lui, des revues, etc., à chaque fois on parle de son amour des livres. On parle des aspects culturels de l'expédition d'Égypte, on parle de l'impact que Rousseau et Bernardin de Saint-Pierre ont eu par exemple sur l'écriture de ces fameuses lettres d'amour. On parle de son ambition quand il était jeune, mais jamais un livre où tout autour était... des livres, oui, parce qu'on parle beaucoup de ses conquêtes militaires, on parle beaucoup de son intelligence politique, mais non, moi je trouve qu'on ne sait pas suffisamment que c'est à la fois un grand lecteur et un grand écrivain. Vous avez parfaitement raison, et c'est aussi la troisième raison de ce livre, c'est de pouvoir montrer ce côté littéraire chez lui, parce qu'en vérité, son amour des livres touche tous les aspects de sa vie amoureuse, sa vie personnelle, ses conquêtes militaires, son génie politique. Donc je voulais vraiment faire part de ce côté-là de son caractère, et aussi, c'est une petite mission personnelle, mais je suis assez convaincu, peut-être que j'ai tort, mais en tout cas je défends ce point, que quand on est un ogre assoiffé de sang, qu'on veut conquérir le monde, qu'on n'est pas capable d'écouter la raison, comme la légende noire de Bonaparte nous le fait souvent comprendre, on ne fond pas en larmes en lisant un roman d'amour de Jean-Jacques Rousseau comme il le faisait. On ne lit pas La Nouvelle Héloïse 7 fois quand on a 18 ans. On ne lit pas Paul et Virginie de Bernardin de Saint-Pierre. On n'est pas passionné par le théâtre et par Corneille, surtout la pièce de Corneille, La Clémence d'Auguste, qui n'est pas du tout quelque chose qui met en avant la férocité de l'empereur romain, mais au contraire sa clémence. Donc il y a vraiment un côté humain chez lui qui transpire plus par les livres que par ses conquêtes ou les anecdotes politiques qu'on connaît. Les livres, est-ce qu'ils ont eu une influence sur sa vie politique, justement? Oui, bien évidemment. Déjà quand il est jeune, alors ça c'est vraiment quand vous parlez à des Napoléoniens, des historiens napoléoniens, une des premières choses qui vous disent, c'est qu'il y a plusieurs Napoléons. Et que le jeune de 18 ans qui lit Rousseau et qui est un peu déprimé et qui écrit des essais sur le suicide et sur le soir où il a couché avec une femme la première fois, c'est pas du tout le même homme que l'empereur un peu obèse, comme déjà un peu dépressif qu'on retrouve à Waterloo. Alors quand il est jeune, il est fasciné par Rousseau, par les philosophes des Lumières, mais Rousseau en particulier, et le philosophe a une influence immense sur la personnalité politique que va devenir Napoléon. Par exemple, est-ce que l'importance placée par Napoléon
sur les référendums et les plébiscites ne vient pas d'une sorte de manque de compréhension du vœu général de Rousseau, par exemple. Est-ce que ces lectures historiques, constamment faire référence à Charlemagne, constamment faire référence à Clovis, etc., n'est pas justement une volonté de s'inscrire par manque de légitimité dans la continuité historique des dynasties françaises? Constamment, il veut remplir en fait ou contrer ce complexe. Il sent qu'il ne mérite pas d'être là, que sa couronne en vérité est arrivée un peu par chance grâce à la Révolution. Donc il utilise ces lectures et ce qu'il prend de ces lectures pour justifier sa présence sur le trône de France. Est-ce que la littérature a eu aussi une influence sur sa vie amoureuse? Vous l'avez évoqué d'un mot tout à l'heure, mais c'est un aspect intéressant et qui, on le sent en lisant le livre, vous a intéressé également. Oui, mais bien évidemment. C'est très marrant parce que dans mes recherches, et c'est par pur hasard et vraiment par pure chance, je tombe sur deux choses. Alors en l'espace de 10 minutes, vraiment une des joies de celui qui fait un petit travail de recherche, c'est de tomber sur des choses comme ça. C'est rarement aussi simple et aussi immédiat, mais en tout cas, moi, ça m'a fait bien plaisir. Je tombe sur un billet, une lettre de Madame de Rémusat, qui était amie des Bonaparte, surtout de Joséphine, mais des Bonaparte, et qui a eu des vraies conversations littéraires avec Napoléon, une des seules femmes d'ailleurs, qui arrivait à percer la coquille, je dirais légèrement sexiste, de Napoléon pour pouvoir parler de sujets un peu importants avec lui. Et elle écrit à une de ses amies en disant « Est-ce que vous avez lu les lettres de Napoléon à sa femme Joséphine pendant la campagne d'Italie et pendant l'Égypte. Elles sont exceptionnelles. C'est pas du tout des lettres d'un érudit posé, calmé, qui organise son argument. C'est vraiment les lettres d'un amoureux passionné. L'émotion est vomie sur la page. Ça n'a aucun sens, mais c'est tellement beau, c'est tellement vrai. Toutes les femmes aimeraient recevoir au moins une fois dans leur vie des lettres comme ça. Et 10 minutes après, je lis une version de la préface de Jean-Jacques Rousseau de son roman épistolaire, amoureux, romantique, La Nouvelle Héloïse. Et Rousseau écrit « Le vrai amoureux n'écrit pas une lettre organisée, avec des références littéraires. Quand vous la lisez, vous n'êtes pas impressionné par l'érudition ou l'intellectualisme de la chose. Un vrai amoureux, il écrit n'importe quoi, il peut pas contrôler l'émotion est vomise sur la page, c'est le bordel, etc. Et quand on sait que Napoléon a lu La Nouvelle Héloïse, lui-même le dit 7 ou 8 fois, on se dit quand même que là, il y a une influence quand même assez importante dans les deux descriptions. Ou le fait que, paradoxalement, il était sentimental. Alors, il était. C'est une de vos thèses. Oui, et fondamentalement, il y a un livre d'ailleurs qui s'appelle, un livre par un Américain, il me semble, la première guerre totale sur les guerres napoléoniennes, et dans le premier chapitre, l'auteur argumente que Napoléon n'était pas si émotionnel que ça, et qu'en fait, ses lettres d'amour n'étaient qu'un show, enfin, il faisait du spectacle. Je trouve que c'est complètement faux de dire ça, et que tout ce qu'on sait du personnage, notamment dans ses écrits personnels, qui n'étaient pas censés être publiés, on voit un être incroyablement émotif, un être avec ses émotions vraiment à fleur de peau, capable d'exploser à n'importe quel moment. Le problème avec Napoléon, c'est que il tombe fou amoureux de Joséphine, mais raide dingue, c'est sa première expérience romantique, sa première expérience sexuelle qui lui plaît vraiment. Il lui écrit des choses, pardon pour vos auditeurs qui ont peut-être un âge réduit, mais il lui écrit j'arrive dans 3 jours, ne te lave pas, qu'est-ce que je donnerais pour retrouver ta petite forêt noire, enfin des espèces d'explosion émotionnelle, et Joséphine le trahit. Joséphine le trompe pendant qu'il est en Égypte, ça commence un peu avant, mais il le découvre en Égypte avec un jeune officier de dragon qui s'appelle Hippolyte Charles. Et quand Napoléon l'apprend, il a le cœur complètement brisé, il est détruit, et peut-être qu'il n'aimera plus jamais une autre femme, que son rapport... Finalement, votre thèse, alors je ne sais pas si c'est l'influence anglo-saxonne, mais pas très éloignée de celle de Ridley Scott. Je ne sais pas si vous avez vu le film qui a fait... Malheureusement, je l'ai vu. Polémique en France. Oui. Non. Donc, vous n'êtes pas aussi caricatural que Ridley Scott. Non, mais le problème avec le film de Monsieur Scott, j'ai trouvé le film catastrophique. Vraiment, j'ai trouvé que c'était un scandale. Mais pas parce que l'histoire n'est pas précise, l'uniforme n'est pas bon, la réplique n'est pas crédible, c'est pas ça. Il est réduit, Napoléon, à son amour obsessionnel pour Joséphine. Oui, et ça, c'est complètement... c'est vraiment pas comprendre le caractère.
Parce que chez Napoléon, même s'il était très émotif au début, comme je viens de le dire, il y a une obsession pour lui, c'est le politique. Et l'idée qu'il sacrifie l'expédition d'Égypte pour rentrer voir Joséphine n'a aucun sens. L'idée qu'il rentre d'Île d'Elbe parce qu'il veut la voir, parce qu'elle a vu le tsar, c'est n'importe quoi. Tout ce qui comptait chez cet être, c'était la politique. Surtout après la première déception amoureuse. Non, j'ai trouvé que le film était une catastrophe parce que c'était un mauvais film. Parce que l'écriture n'était pas dingue, parce que les dialogues étaient médiocres, parce qu'il n'y avait pas de couleur, même la musique était décevante, les scènes de bataille étaient très décevantes. C'était 40 mecs qui courent dans un champ, il n'y a aucune organisation. Enfin, j'ai trouvé ça ridicule, en fait. Vous pourriez être chroniqueur cinéma, pas seulement je parle sous votre autorité ici. Je sais que je marche sur un champ de mine avec vous, grand connaisseur. Non, j'ai pas. Ridley Scott a fait quand même beaucoup mieux Gladiator. Le premier volet était quand même bien meilleur, mais parenthèse refermée. Donc, passion amoureuse temporaire, mais passion de la France avant tout. Alors ça, c'est aussi un paradoxe que personne ou peu de gens connaissent. Au début, Napoléon déteste la France. Il est corse. Il est paoliste avant tout, et c'est d'ailleurs très étrange parce qu'il devient officier français avec des sentiments qui sont carrément insurrectionnels. Enfin, il écrit une espèce de nouvelle qui s'appelle Nouvelle Corse d'ailleurs, où une espèce de fantaisie revanchiste où un père corse voit sa fille violée par des officiers français et rentre sur un bâtiment de guerre français et tue tout le monde, dont des enfants. Il dit que les Français sont une horreur vomies sur les côtes corses. Il se rêve comme le libérateur de la Corse. Et deux choses se passent. Un, il fait n'importe quoi en Corse. Il essaie de rentrer à travers plusieurs allers-retours sur son île dans la politique locale. Il fait n'importe quoi. Les paolistes le virent. La maison Bonaparte, la Casa Buonaparte est saccagée. Il doit prendre toute sa famille. Enfin, il fait vraiment n'importe quoi. Premier point. Et deuxième point, la Révolution française explose. Et là, il se rend compte que les opportunités sur le continent sont bien plus importantes que les opportunités sur sa petite île. Et donc, plus par opportunisme que par amour de la France, il fait un déclic dans sa tête et il se dit, en fait, c'est sur le continent où mon avenir peut se dérouler. Il fonce en France et il reviendra quasiment jamais. Merci Louis Sarkozy. On se retrouve après une courte pause. On continue de parler de votre livre. On parlera aussi de la passion des politiques français pour Napoléon et puis peut-être de votre propre ambition. Vous n'avez pas... vous n'étiez pas en Corse, vous étiez aux États-Unis, mais vous débarquez peut-être en France. Vous nous direz pourquoi, quelles sont vos idées derrière. À tout de suite après une courte pause. En toute vérité, 11h midi sur Sud Radio, Alexandre Devecchio. De retour en toute vérité avec Louis Sarkozy pour parler, pour faire connaissance avec vous, Louis Sarkozy, mais aussi pour parler de votre livre. On n'en a pas totalement fini avec ce livre, Napoléon, l'Empire des livres. Ça paraît chez Passé Composé. Et d'ailleurs, les historiens ont trouvé que c'était un livre de qualité, très, très, très réussi. C'est autour de la passion justement de Napoléon pour les livres, mais aussi de Napoléon écrivain. C'est un aspect qu'on connaît peu de lui. Il était doué pour la littérature. Alors, il produit un bon nombre d'écrits vraiment à qualité variable. Sa plus grande production, c'est sûrement le petit roman ou la nouvelle plutôt Clisson et Eugénie, qui est l'histoire d'un jeune officier français très brave, très bon, avec un vrai esprit stratégique. Vous devinez qui doit être l'inspiration de ce personnage, qui est fou amoureux de sa femme Eugénie. Il est appelé par la patrie au combat. Il part au combat, il est blessé et il envoie son aide de camp prévenir la chère Eugénie. Et pour une raison assez étrange qu'on ne connaît pas, Eugénie couche avec l'aide de camp. Clisson l'apprend, a le cœur brisé, se rue au feu et meurt. Et c'est la fin de la nouvelle. Voilà, ça c'est à peu près Napoléon, en tout cas en tant qu'écrivain. Donc qualité variable, mais il y a 2-3 choses pas mal. Il écrit une nouvelle sur le soir, on pense, où il couche avec une femme pour la première fois, avec une prostituée au Palais Royal. C'est assez marrant d'ailleurs. Il voit quelques prostituées très, très fières d'elles-mêmes, très fortes, qui crient dans la rue, ça le dégoûte. Et il voit une petite dans un coin qui fait pas grand bruit, qui est très discrète. Il va la voir, il la bombarde de questions. Mais que fait votre père? Est-ce que vos parents savent ce que vous faites de votre vie? Comment vous êtes arrivé là? Enfin, encore une fois, on voit un peu son mal-à-l'aise avec les femmes. Et ça se termine sur la pauvre jeune fille qui lui dit « Mais monsieur, est-ce que vous ne voulez pas qu'on aille se réchauffer et vous prendrez votre plaisir ?» Et ça se finit ici. Donc quand même, il y a un petit talent. Et puis, plus intéressant encore pour sa carrière, il écrit quelque chose qui le propulse dans l'armée de Toulon, juste avant le siège de cette ville qui va vraiment lui donner son premier vrai début militaire. C'est le souper de Beaucaire. C'est un espèce de petit essai où, encore une fois, un jeune officier français révolutionnaire arrive à convaincre des royalistes dans une auberge que la
révolution, c'est la bonne cause et qu'elle est là pour rester. Et ça l'aide vraiment et ça le propulse vraiment à prouver sa loyauté au gouvernement révolutionnaire et à rentrer dans l'armée de Toulon. Donc là, on voit un endroit où sa plume mène assez directement à l'épée, d'une certaine façon. Ce qui est intéressant, effectivement, c'est qualité variable, mais production littéraire quand même, ce qui montre quand même le rapport entre ce pays et la littérature qui a toujours existé. Et vous l'avez dit tout à l'heure et vous le rappelez là, la littérature a été aussi pour Napoléon un moyen de se légitimer politiquement. Vous l'avez dit pour la Révolution française, mais également pour s'inscrire dans une filiation qu'il n'avait pas puisqu'il était venu de rien d'une certaine manière. Oui, entièrement. Et puis, il le fait à une époque où la Révolution a besoin d'officiers professionnels fidèles à la cause. Parce que tous les aristocrates qui constituaient la majorité des officiers avant la Révolution étaient partis. Et donc, dès qu'il y en a un qui montre un peu de talent et qui montre sa loyauté, on le prend tout de suite. Donc, il était parfaitement au courant de cette réalité-là. Mais il ne faut pas du tout oublier aussi que la majorité de ses écrits sont avant tout corses. Il veut écrire une histoire de son île, il écrit la Nouvelle-Corse dont je viens de vous parler, et donc il est encore complètement dans le mode, au moment où la Révolution explose, la Corse c'est ma vie. Et c'est qu'après qu'il va se décider que la France finalement est là où son avenir va se dérouler. Angle original, Napoléon et les livres, mais personnages qui fascinent le monde entier, mais qui fascinent particulièrement les politiques. Et on sait que vous êtes passionné de politique. Comment vous expliquez cette fascination de la classe politique française pour Napoléon ? Déjà, le monde entier est fasciné par Napoléon. Enfin, qu'on soit à Berlin, à Bagdad, n'importe où dans le monde, les gens reconnaissent le chapeau, la silhouette, le nom. C'est sûrement le personnage français le plus connu de notre histoire et aux yeux du monde entier. Chez les politiques, vous avez parfaitement raison, encore plus. Pourquoi ? 1000 théories, j'ai la mienne. C'est que chez lui, il y a le triomphe de la volonté. Que ça soit vrai ou pas, moi j'ai l'impression que c'est vrai, je crois que c'est vrai d'ailleurs, et que c'est pas du tout comme les marxistes nous expliquent, l'histoire c'est ces grands courants idéologiques que personne ne comprend, qui bougent les hommes, et les hommes ne sont que des automatons qui agissent sur des grands courants sociétaux et sociaux, etc. Je ne pense pas que c'est ça. Je pense qu'il y a effectivement le triomphe d'un homme ici. Et si c'était quelqu'un d'autre, ça n'aurait pas marché. Ce n'est que lui. Surtout dans les premières années, c'est la spécialité notamment de Thierry Lenz, le directeur de la Fondation Napoléon, où avec 10, 15 collaborateurs, ils prennent un pays meurtri de révolution et de contre-révolution. L'État n'existe quasiment plus et ils créent la France moderne en 2 ans. Enfin, c'est les premières de 1800 à 1802 ou 1803, c'est vraiment tout l'échafaudage juridique, politique, social, même en termes de logistique et d'administration, qui gouverne encore aujourd'hui notre pays. Donc c'est vraiment pour ça, à mon avis, qu'il exerce une fascination, parce qu'il montre qu'avec la légitimité et la volonté politique, tout est possible. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième, c'est que c'est relié à la première cause, mais aujourd'hui, on ne peut pas nager dans l'univers politique français sans se heurter à lui constamment. Il est partout. Ça aussi, c'est écrit par Thierry Lenz dans son livre Pour Napoléon. On ne peut pas lui échapper. C'est pas du tout une figure que j'aime énormément et qui est très respectable, comme un Richelieu ou un Mazarin, où il faut quand même un peu creuser dans les institutions présentes pour trouver leur influence. Elles le sont, mais c'est plus difficile. Lui, c'est l'homme des Lumières. C'est l'homme qui réforme tout. C'est l'homme qui touche à tout. Que ça soit la façade du Palais Bourbon, que ça soit le fait que le Conseil des ministres se réunit toujours à mercredi ou la Cour des comptes, que ça soit les rues numérotées. Il est partout, cet homme. Et donc on ne peut pas rentrer en politique aujourd'hui sans avoir une appréciation et encore mieux une compréhension de son héritage qui est et qui reste immense. Votre père a parfois été comparé, non pas pour le bilan spécialement, mais pour le tempérament à Bonaparte. Est-ce que c'est pas une référence écrasante aussi ? Non, je suis pas d'accord. Jean Tullard avait écrit un article en 2008 justement qui faisait cette comparaison, un article intéressant d'ailleurs. Lui parlait principalement de l'amour des belles femmes, il parlait aussi des gesticulations et des tics et du pas un peu rapide. Et c'est vrai que il y a une certaine comparaison possible. Ayant passé un peu de temps avec les deux hommes, je pense que j'ai une certaine légitimité pour comparer, enfin pour utiliser cette comparaison. Avec les deux hommes, avec Nicolas Sarkozy et Napoléon. Et avec Napoléon. Et avec, un petit peu, oui.
à travers les livres. À travers notamment les livres. Mais c'est vrai que les deux hommes ont quelques points, je pense en toute objectivité, qui méritent d'être soulignés. Par exemple, les deux ont suscité chez leurs contemporains soit une espèce d'adulation, une adoration constante, soit une haine viscérale. Il y a très peu de personnes que ces deux personnalités laissent indifférentes. Il y a aussi quelque chose chez eux, c'est des hommes, les deux, d'une immense culture, mais une méfiance envers le collégial, la commission, la délibération sans fin, les réunions, etc. Et les deux hommes se disent peut-être, il vaut mieux prendre une mauvaise décision que pas de décision du tout. Une espèce de religion de l'action qui revient assez souvent. Donc je pense pas que l'analogie est, sans vouloir faire des comparaisons qui n'ont pas lieu d'être, mais l'analogie se tient au moins sur quelques points et est assez intéressante, notamment psychologiquement. Napoléon est aussi un personnage très controversé, très critiqué. Est-ce que vous avez un Napoléon préféré? Souvent, on oppose justement Bonaparte à l'empereur. Est-ce que vous prenez Napoléon comme un bloc? Oui. Ou est-ce qu'il y a des aspects de son histoire, de son parcours qui vous posent plus de problèmes? Il y a, mais cette question en vérité est quand même incroyable parce que quelle personnalité historique ne pose pas de problème sur au moins un point? Enfin, et où sont ces anges ou ces archanges qui, sans aucun défaut, qui atterrissent sur Terre et qui avaient vu juste il y a 4 siècles ou 3 siècles sur toutes les questions? Ça n'existe pas. Est-ce qu'il y a des choses problématiques chez Napoléon? Bien évidemment, le rétablissement de l'esclavage, et aussi une vision de la femme qui est parfaitement de cette époque. Mais est-ce qu'on devrait s'en excuser de ça? On est quand même chez les dingues. On s'attend à quoi? C'est un homme qui naît au milieu du XVIIIe siècle. Bien sûr qu'il considère la femme comme une mère, une sœur, une fille, peut-être une amie, mais pas du tout une collègue ou une femme politique ou même une écrivaine. Bien sûr qu'il considère que l'esclavage, d'ailleurs il le sait au début et il l'écrit, est une abomination, mais face à la réalité économique de la France, à l'importance notamment de Saint-Domingue, Haïti aujourd'hui, et le fait que ça représente un tiers de la production sucrière du monde, il sait très bien que c'est une nécessité économique. Donc, et d'ailleurs, c'est tellement drôle parce que les gens qui critiquent Napoléon là-dessus ignorent ou ne s'intéressent même pas assez pour se rendre compte que personne ne parle de ses défauts plus que les historiens napoléoniens. Des livres entiers ont été dédiés à ça. On entend les journalistes sur les plateaux télé ou les politiques de gauche nous expliquer que c'est tabou d'en parler. Mais tout le monde en parle dans les universités et dans les commissions d'études et dans les conférences. Mais c'est des gens qui ne font pas l'effort d'aller voir. C'est des gens qui font de l'histoire avec des pancartes. Ils pensent que l'histoire, c'est une manifestation. Mais ce n'est pas une manifestation. Il faut enlever l'émotion, remettre le contexte et étudier ces sujets. Vous me demandez quel est mon Napoléon préféré. Là, la réponse est peut-être un peu paradoxale, mais moi, il y en a un que j'aime plus que peut-être tout autre, c'est le Napoléon en fin de vie, sur Sainte-Hélène, qui sait que c'est fini, avec une dépression qui commence à le manger, et avec un cancer de l'estomac, le même qui avait tué son père et qui allait tuer une de ses sœurs, qui commence à le tuer. Et quand cet homme qui a perdu l'Empire, qui a perdu les titres, qui a perdu les royaumes, qui a perdu les armées, les maréchaux, etc., il ne lui reste qu'une seule chose, c'est les livres. Et il y a plein d'épisodes qui sont très touchants, comme un enfant le matin de Noël, par exemple, quand il reçoit une cargaison de livres, il est en chemise de chambre, il se met à genoux avec une cisaille et un marteau pour ouvrir les boîtes lui-même. Il reste debout toute la nuit pour lire. Marchand rentre dans la chambre le lendemain matin à 7h et dit « J'ai trouvé des livres ouverts partout, sur le sol, sur le lit, sur les tables. » Et l'empereur m'avait dit « J'ai passé la nuit à les lire avec le pouce, comme il le disait. » Tellement il était excité d'avoir de la nouvelle lecture qu'il sautait de livre en livre, de page en page. Ça, pour moi, c'est profondément touchant et je le préfère. Vous savez, c'est le poème de Victor Hugo dans Les Contemplations. À la gloire du général ou du soldat, je préfère l'ombre que tu fais sur mon livre quand tu te penches au-dessus de moi. Pour moi, ce petit poème, c'est Napoléon à la fin de sa vie sur Sainte-Hélène. Et le Napoléon guerrier, impérialiste, est-ce que c'est un modèle politique qui devrait exister aujourd'hui? Oui, écoutez, ça c'est encore une chose pour moi qui est profondément mal comprise, parce que sur les 7 guerres napoléoniennes, 5 sont des guerres défensives. 5 sont des guerres qui sont déclarées sur la France révolutionnaire et sur l'empereur lui-même. Pardonnez-moi, mais quand son allié, la Bavière, est envahi, qu'est-ce qu'il est censé faire? C'est les règles de l'époque. Et d'ailleurs, on n'a pas besoin de refaire l'histoire du XVIIIe siècle pour comprendre que les guerres dynastiques, les guerres entre couronnes, ça se passait assez souvent. Lui, à son actif, j'ai envie de dire, il y a 2 guerres qui sont catastrophiques et d'ailleurs qui lui coûtent son empire, comme quoi il en a payé le prix. C'est l'Espagne et la Russie, qui sont 2 catastrophes, bien sûr, mais on est loin
de l'idée que c'est le conquérant qui ne pouvait absolument pas s'arrêter. Non, l'erreur de Napoléon est tout autre. L'erreur de Napoléon, et ça c'est Talleyrand qui l'a compris, et c'est notamment mais merveilleusement écrit dans la biographie de Talleyrand d'Emmanuel de Varesquiel, qui est un livre exceptionnel, c'est que Napoléon n'arrive pas à créer un ordre international. À chaque fois qu'il fait une victoire, qu'il gagne une guerre, qu'il remporte une grande bataille, il punit, il est punitif, et il n'arrive pas à comprendre qu'il faut justement montrer de la clémence, montrer de la modération, et créer un système où tout le monde peut être relativement satisfait. Merci Louis Sarkozy, on se retrouve après une courte pause. On parlera un peu de politique américaine parce que vous pouvez nous apporter un éclairage, je pense, sur la vie politique américaine. Vous y avez vécu longtemps. C'est tout de suite après la pause sur Sud Radio, en toute vérité. En toute vérité, 11h midi sur Sud Radio, Alexandre Devecchio. Nous sommes de retour sur Sud Radio avec Louis Sarkozy. Louis Sarkozy, auteur de l'Empire des livres, consacré à Napoléon. Louis Sarkozy, également chroniqueur, spécialiste des États-Unis. On a beaucoup parlé de Napoléon, on y reviendra. Mais je voulais aussi qu'on parle effectivement des États-Unis, puisque vous avez commencé comme chroniqueur politique international chez nos confrères de LCI. Vous avez été très enthousiasmé par la campagne de Donald Trump et par son élection. On vous sent moins enthousiaste 100 jours plus tard. Donc pour faire la transition de manière un peu facile, est-ce que Donald Trump, au bout de 100 jours, c'est Waterloo? Alors vous avez parfaitement raison sur les deux points, parce que déjà la campagne de Donald Trump, il faut le dire, fut exceptionnelle. Non seulement parce qu'elle a réuni des groupes qui n'étaient jamais voués à être réunis. Le mariage idéologique entre les cols bleus des petites villes déindustrialisées des Appalaches et les élites techno-capitalistes de la côte ouest, c'est quand même quelque chose d'exceptionnel. Il arrive à le faire, premier point. Deuxième point, il y a toujours cette espèce de chose qui n'est pas tangible, cette chose nébuleuse dans les campagnes, c'est le momentum. Et lui a vraiment su non seulement en créer un, mais le ressusciter quand il commençait à baisser. Je pense à l'épisode du camion poubelle. Je pense à la capitalisation après... Avant même ça, il y a quand même eu un attentat contre sa personne, Bien sûr. Qui a donné une couleur à la campagne. Je garde ça hors, parce que ce qui s'est passé ce jour-là, la tentative... C'était pas de son fait, mais il se relève quand même avec ce fameux fight. Oui. Il y a quand même l'image, ça restera l'image de cette campagne. L'image est monstrueuse, magnifique aussi, il faut le dire, mais c'est pas quelque chose qu'on peut créer, ça, artificiellement. Et d'ailleurs, si vous avez n'importe quel militaire qui fut au combat devant vous, il vous explique très clairement que quand les balles commencent à siffler, quand on a du sang sur la gueule, il y a ceux qui se lèvent et il y en a ceux qui s'effondrent. Ça a été un moment de vérité. Un moment de complète vérité. Et d'ailleurs, les Américains ont répondu à ce moment de vérité avec une hausse dans les sondages quasi immédiate. Parce que les gens ne sont pas idiots et voient très bien que ça, on ne peut pas le créer artificiellement, cette chose-là. Donc la campagne fut exceptionnelle sur tous ces points-là. Il est vrai que depuis, on a l'impression qu'il manque à Donald Trump son auriga. Vous savez, dans les triomphes de l'Antiquité, de l'Empire romain particulièrement, ces grandes parades festives après une grande campagne, l'impérateur était remercié par la République et plus tard par l'Empire par ces grandes campagnes-là. Et donc on le mettait dans un chariot, le peuple de Rome était là, toutes les richesses du monde antique y étaient, et pour pas justement qu'il perde la tête, pour garder ses pieds ancrés sur terre, on le mettait dans le chariot avec un esclave qu'on appelait l'auriga, qui lui tenait une couronne au-dessus de la tête et qui chuchotait dans son oreille « Memento mori », souviens-toi que tu vas mourir. Toute la beauté stoïque de l'ancien monde est dans cette phrase et dans cette anecdote-là. On a l'impression qu'il manque à Donald Trump cet auriga, que sa victoire fut si totale, que la purge du parti républicain est si complète, parce que c'est son parti aujourd'hui, c'est une annexe de sa personne, qu'il perd un peu les pieds. Par exemple, il faut m'expliquer pourquoi taper sur le Canada est une si bonne idée. Donald Trump, en quelques mois, a détruit la droite canadienne, qui avait, le soir de son élection, 25 points d'avance dans les sondages. Elle est aujourd'hui à 2 ou 3. Il faut m'expliquer pourquoi on tape sur le Japon et sur la Corée du Sud, surtout sur le fait que la Chine est l'adversaire géostratégique du siècle. Au contraire, il faut absolument rassurer ces gens-là. Et bien sûr, la politique monétaire, les tarifs et les tarifs douaniers sont une catastrophe, d'abord pour le consommateur américain. Il l'avait annoncé, Louis Sarkozy.
c'est une catastrophe à court terme. Est-ce qu'on ne va pas un peu vite à déclarer son Waterloo économique? Il l'avait annoncé qu'il y aurait de l'inflation, mais on peut imaginer qu'il y aura des baisses d'impôts, qu'il y aura une réindustrialisation. C'est pas tout à fait autant effectivement l'annexion du Canada apparaît comme la folie du personnage, autant la politique protectionnisme a été mûrement réfléchie. Alors vous avez raison sur le fait que Donald Trump ici est parfaitement consistant. Et d'ailleurs, depuis les années 80, il dit que les tarifs, c'est son mot préféré dans le dictionnaire. Pour vous dire, c'est la seule chose d'ailleurs où il n'a pas fait vraiment d'aller-retour. Il est parfaitement consistant, vous avez raison. Mais je ne pense pas que c'est trop tôt pour dire que c'est une catastrophe, parce que ça ne marche pas. On le sait. L'économie est certes pas de la biologie, mais on a quand même des règles qu'on comprend. La première chose, c'est que le tarif est payé d'abord par le consommateur. Parce que, et ça, c'est sans les tarifs de réciprocité qui seront installés si de tels tarifs déjà seront installés. Donc on assume juste les tarifs américains. Payé par le consommateur, bien évidemment. Premier point. Deuxième point, la logique de la réindustrialisation est intéressante parce que, comme d'habitude, Trump a raison, grosso modo, sur le problème qu'il soulève. Il est vrai que le vrai problème du libre-échange, c'est la déindustrialisation. Mais aux États-Unis aujourd'hui, vous croyez quoi? Qu'on va revenir à une politique industrielle des années 50 où les chaussettes et les micro-ondes et les télévisions sont fabriqués tous par les Américains? C'est impossible. C'est absolument impossible. Un exemple, une anecdote. En 2018, Donald Trump met des tarifs sur les machines à laver. Et il dit qu'il veut recréer des filières industrielles de machines à laver aux États-Unis. Il est vrai qu'il réussit à faire ouvrir une filière industrielle de machines à laver, à peu près 1600 emplois, en 2019, un an après. Donc on déclare victoire. Sauf que la seconde où les tarifs sont disparus, la filière industrielle est disparue. Donc le tarif assume une continuité de politique étrangère à travers des administrations démocratiques qui n'ont pas lieu d'être. Donc elle est vouée au court terme, si vous voulez. Et deuxièmement, chacun de ces 1600 emplois ont coûté $600 000 aux consommateurs américains. Donc c'est pas soutenable, si vous voulez. Ce n'est pas soutenable. Pour qu'on revienne à une politique industrielle où les nations sont vraiment autodépendantes ou plus indépendantes plutôt qu'aujourd'hui, mais de manière substantive, c'est-à-dire comme il y a 50 ou 60 ans, il faudrait une catastrophe mondiale. Il faudrait que les marchés s'effondrent un peu partout, que la Chine soit complètement guerrière et belliqueuse envers nous. Et c'est pas du tout sur l'horizon, en tout cas pour le court terme. Les tarifs n'ont pas le pouvoir de réindustrialisation que Donald Trump laisse penser. Cela dit, il pointe un problème qui est celui d'une société de consommateurs. Vous avez dit, et c'est la logique des hommes politiques qui nous gouvernent depuis 40 ans, il faut des produits à bas coût pour le consommateur. Mais enfin, s'il y a que des consommateurs et plus de producteurs, ça risque de devenir compliqué, de coûter très cher à l'État également, non? Oui, alors vous ignorez juste une chose dans cette équation. Pardonnez-moi pour cette parenthèse économique, mais comme vous avez des ambitions politiques, c'est intéressant de vous entendre là-dessus. Je suis toujours ravi de parler de cette question-là. Vous avez bien évidemment raison de la soulever. Vous oubliez une chose, c'est l'importance de l'industrie de service, où là nous ne sommes pas du tout simples consommateurs, mais au contraire même une envie du monde entier, premier point. Et deuxième point, j'aimerais qu'on pèse les conséquences de votre argument. Vous voulez qu'on réduise le taux de consommation des sociétés, en vérité, qui en sont définies aujourd'hui. Je n'ai pas dit que j'étais décroissant, j'ai dit qu'il fallait bien produire pour consommer. Enfin, c'est depuis le Fordisme, on sait ça, si vous voulez. Vous avez parfaitement raison. On ne peut pas avoir que des chômeurs dans une société. On a quand même beaucoup de chômage, alors peut-être pas aux États-Unis, mais dans les sociétés européennes. On ne peut pas avoir que des services non plus, sinon on est une complète société de loisirs. Oui, mais je ne dis pas que vous avez tort sur l'objectif en tête, je dis que vous êtes irréaliste par la méthode. Et que pour arriver à votre but, c'est-à-dire une réindustrialisation sérieuse de notre pays, ou si on est Trump, des États-Unis, il faudrait des mesures qui ne sont pas du tout adaptées à la vie des Français ou des Américains. Enfin, j'imagine l'homme politique qui va devoir expliquer que le prix d'un micro-ondes ou le prix d'un Airbus va quadrupler parce que, comme vous le savez aujourd'hui, un Airbus, l'aile est faite en Italie, les fenêtres au Japon, les roues en France, enfin, c'est des espèces de choses c'est l'analogie du crayon que vous devez connaître de Milton Friedman. Si aujourd'hui un Français veut produire un crayon à papier
papier. Il doit aller fêler le bois lui-même, fêler l'arbre lui-même, récupérer le bois, le traiter, l'industrialiser, aller dans les mines de graphite, récupérer le cuivre, récupérer le caoutchouc. Enfin, c'est des choses qui sont complètement impossibles à faire. On a créé une société, que l'on aime ou pas, sur un modèle de collaboration, de coopération internationale. Et pour en sortir, il faudrait des douleurs immenses. Aucun homme politique aujourd'hui ne peut se permettre de promettre une telle chose. Je pense que, et d'ailleurs un article de l'Économiste faisait ce point-là il y a 4 ou 5 ans, que la seule chose qui réduit la consommation, et dans l'article de l'Économiste, l'inégalité, c'est des catastrophes internationales, des immenses guerres ou alors des pandémies. Sans ça, je vois pas comment on arrive à votre objectif. C'est pas mon objectif. Je vous posais une question, mais c'est intéressant puisque vous voulez faire de la politique et ça permet de vous situer sur l'échiquier politique. Moi, donc je peux vous dire. Vous n'êtes pas protectionniste, vous êtes libéral. Vous dites même, je suis plus libéral que mon père. C'était dans le Figaro magazine. C'est un héritage pour le coup américain. Vous avez vécu là-bas, plus libéral que. Alors Donald Trump est libéral, mais libéral protectionniste. Vous avez cité Milton Friedman. Oui, c'est intéressant votre. C'est intéressant parce qu'en France, c'est un courant politique qui n'existe pas, ou quand il a existé, a toujours été battu à plat de couture. Oui, je vous remercie pour votre encouragement et votre stratégie électorale. Non. C'est marrant que vous dites que c'est un héritage américain, parce que généralement, quand j'ai cette conversation avec des amis, en vrai, on ne cite que des... Les Américains ont toujours fait plus de protectionnisme que les Européens. Premier point. Et deuxièmement, c'est qui crée ça? C'est des gens comme Benjamin Constant, c'est des gens comme John Stuart Mill, qui étaient d'abord des Anglais et des Français. Et la France, en vérité, est la mère du libéralisme, si l'Angleterre est le père. Donc c'est quelque chose qui est quand même aussi français qu'une baguette de pain. Mais c'est vrai que aujourd'hui, l'offre plutôt électorale du libéralisme n'a pas toujours été satisfaite. Quoique la candidature de Monsieur Fillon n'était pas si loin que ça. L'essor dans les sondages, depuis quelques années, de Monsieur Lisnard n'est pas, je pense, quelque chose d'anodin. Et aussi, je fais un pari qui est assez simple. C'est qu'on a parfaitement raison quand on dit que les Français aiment leur État, admirent leur État, aiment leurs services publics. Mais on constate aujourd'hui qu'ils ne sont pas satisfaits des services publics qui sont les leurs. Et que le poids de la bureaucratie, les dépenses monumentales du gouvernement peut mener vers un réveil qui serait en vérité complètement consistant avec leur histoire politico-philosophique. Quand on dit aux Français qu'il y a 450 personnes au staff de communication de la maire de Paris, Madame Hidalgo, quand on leur dit que la deuxième bureaucratie mondiale, c'est le ministère de l'Éducation nationale avec 1,2 million de fonctionnaires. Sur ce point, ça fonctionne effectivement. C'est pas totalement lié à la question du libre-échange, mais effectivement, je pense qu'il y a un ras-le-bol et de la bureaucratie et de l'assistanat. Comment se passent les conversations politiques en famille, Louis Sarkozy? Écoutez, je ne vais rien vous donner de trop intime, mais ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a toujours des conversations intéressantes. C'est compliqué avec l'homme qui est mon père, parce que en vérité, il est comme le lion, vous savez, dans sa grotte dans la savane, et que nous, comme ses fils, on est parfaitement conscients de notre place sur la chaîne alimentaire, si vous voyez ce que je veux dire. Et donc, quand on émet un désaccord, ce qui est complètement possible, c'est plus une saillie hors des murs qui doit durer 30 ou 40 secondes, et après se remettre derrière la muraille, fermer la grille et voir comment la chose prend. Et il faut être prêt à passer à autre chose. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas du tout, et c'est un peu ce qu'on disait sur lui et Napoléon d'ailleurs. Il n'est pas tellement démocrate, alors, en tout cas dans le cadre familial. Moins à sa table de salle à manger que peut-être dans l'arène politique. Merci Louis Sarkozy. On n'a pas fini. On se retrouve après une courte pause pour la dernière partie de l'émission. En toute vérité, 11h midi sur Sud Radio, Alexandre Devecchio. Nous sommes de retour sur Sud Radio avec Louis Sarkozy. Louis Sarkozy qui est venu nous parler de son premier livre, L'Empire des livres, consacré à Napoléon. On a parlé aussi de Donald Trump, de votre père, Nicolas Sarkozy. Comment il vit la multiplication des affaires et
les condamnations. Est-ce que vous trouvez, vous, qu'il y a une forme d'acharnement judiciaire contre lui? Oui, vous savez, je ne vais pas commenter des affaires qui sont certaines closes, mais certaines en cours. Ces avocats et ces équipes seront infiniment mieux qualifiés et pourront vous parler de ça avec beaucoup plus d'habilité que moi et avec beaucoup plus d'objectivité. Non, ce que je vais vous dire, c'est que sur un point de vue plus personnel, c'est que Nicolas Sarkozy est pleinement Nicolas Sarkozy lors d'un combat. Et que c'est un peu Saint-Georges et le dragon. J'ai eu l'occasion de donner cette analogie déjà quelques fois sur une de vos radios sœurs, mais la vérité, c'est qu'on a l'impression que c'est Saint-Georges, vous savez, qui cherche le dragon, qui tue le dragon, et que comme Saint-Georges n'est que Saint-Georges quand il se bat contre un dragon, il cherche un autre dragon. Et donc il est condamné à toujours chercher un futur combat. Et quand il ne tue pas un dragon, il n'est pas pleinement Saint-Georges. Et c'est un peu pareil avec lui, c'est-à-dire que même dans ce que je perçois avec tout le manque d'objectivité qu'est le mien comme une injustice, même dans la difficulté du moment, même dans ce combat présent, il est pleinement lui-même. Et je pense que peut-être qu'il ne l'admettra pas, mais ce n'est pas si risqué de le dire, que s'il n'avait pas ça, il était rentré dans une période de sa vie sans combat, ça l'ennuierait un petit peu aussi. Vous voyez ce que je veux dire? Que la vie pour lui, ça a toujours été des combats. En voilà un énième. Tant mieux. Et vous, quel combat vous poursuivez, Louis Sarkozy? Pourquoi être venu vous installer en France récemment? Vous aviez fait votre vie aux États-Unis. Est-ce que vous avez des combats à mener en France? Non, mais écoutez, moi, je suis l'enfant de parents divorcés, comme beaucoup de Français. J'ai suivi ma mère quand j'avais un jeune âge. J'ai fait mes études aux États-Unis et il est vrai, un début de carrière professionnelle, notamment là-bas, aussi en Amérique latine, mais notamment là-bas. Je rentre en France, pourquoi? Je rentre en France parce qu'après... Vous avez voulu embrasser une carrière militaire aussi, lui et Sarkozy. Oui, c'est pas un secret. Il est vrai, on peut le dire. Mais bien évidemment, en sortant de l'Académie militaire américaine, j'étais d'ailleurs assez convaincu que ma vie allait se dérouler dans l'armée de terre américaine et que j'ai pris toutes les mesures nécessaires pour faciliter cette éventualité. Ça ne s'est pas fait pour diverses raisons et je ne le regrette absolument pas. Après, j'ai travaillé dans le privé, notamment en Amérique latine et à Washington, et j'ai ensuite décidé, avec ma femme, une décision conjointe de rentrer en France parce que je suis français, parce que ça fait 12 ans que je ne suis plus dans mon pays et qu'il était temps de rentrer. C'est marié à cette volonté, j'ai envie de dire, presque européenne, parce que ma femme, qui est monténégrine, ex-yougoslave, et d'ailleurs j'ai vu que les gens se demandaient pourquoi je disais qu'elle était yougoslave, parce qu'elle est née en 91, quelques mois avant la désintégration de son pays, et donc elle a un des derniers certificats de naissance, acte de naissance en latin yougoslave, d'ailleurs un très beau document. Et ma femme aussi tombe dans la catégorie de gens qu'on peut appeler les yougo-nostalgiques. C'est-à-dire qu'elle est constamment une espèce de romance de l'époque Tito. C'est assez intéressant d'ailleurs psychologiquement. Je ne sais pas si c'était vrai parce qu'elle arrive à marier sans aucune contradiction le nationalisme croate et la yougo-nostalgie. Deux choses qui bien sûr à l'époque étaient complètement opposées. Donc c'est un choix de vie que nous avons fait qui s'est marié à des opportunités professionnelles, notamment pour couvrir la campagne américaine sur LCI et aussi d'abord dans le Figaro et ensuite quand je me suis fait engager à Valeurs Actuelles et aussi maintenant que je débat Madame Garrido tous les samedis, ça, si vous voulez, que j'ai la chance de trouver avec ma chaîne et avec mon papier, mon journal, une espèce d'activité économique soutenable, je me suis dit que c'était le moment de rentrer. C'est ça la vérité. Vous attendez sûrement à ce que je vous dise que je rentre parce que je rêve d'une échéance politique. C'est pas vrai. La vérité, c'était que c'était un attachement émotionnel à la France et une vérité économique qui m'a permis de rentrer. On vous prête malgré tout des ambitions politiques, peut-être à un menton, on en reparlera. Est-ce que vous craignez pas, malgré tout, qu'une partie des Français se disent que votre retour est lié à un choix d'opportunité? Mais écoutez, déjà... vous l'avez dit d'ailleurs vous-même, il y a eu une opportunité de rentrer. Mais bien sûr, parce que nous vivons dans le monde qu'est le nôtre et que j'ai une femme et une famille et que j'ai besoin de pouvoir gagner ma vie. Je ne pense pas qu'un seul Français au monde ferait différemment. Si une opportunité
intéressantes, les gens déménagent, etc. Ce fut mon cas, comme je vous l'ai dit, marié à une vraie volonté de retourner vivre en France et en Europe. Ensuite, sur votre question, pour l'instant, je ne suis candidat nulle part. C'est un fait. On me pose cette question tous les jours. Je vous le dis, je ne suis pas candidat. Je ne vous dis pas que j'y pense pas. Je ne vous dis pas qu'il n'y a pas eu de conversation à ce sujet. Je ne vous dis pas que je réfléchis pas à une possible élection. Je vous dis juste que ce n'est pas fait, que la décision n'est pas prise et que la seule chose pour moi aujourd'hui, c'est de débattre Madame Garrido, c'est d'écrire des belles tribunes pour Valeurs Actuelles, c'est d'essayer de pas dire des conneries pendant l'interview sur Sud Radio avec Alexandre Devecchio et c'est de vendre le plus de livres possible. Vous vous en sortez pas mal. Pas mal. Lui, Sarkozy. J'ai pas réussi à vous faire trébucher là. Je plaisante parce que c'était pas le but. Le but est de vous connaître. Vous dites quand même que vous avez des discussions. Ça vous démange la politique. Ça vous démange. Est-ce que ça vous fait pas un peu peur puisque votre père a d'une certaine manière, quoi qu'on pense de son bilan, a réussi à remporter l'élection suprême. Pour faire aussi bien, bon courage. Bah, écoutez, est-ce que ça me fait peur ? Mais pas du tout. Ce qui me fait peur, c'est l'opportunité manquée. Ce qui me fait peur, c'est d'avoir pu faire quelque chose et de pas l'avoir fait. Ce qui me fait peur, c'est de regretter quelque chose. J'ai pas du tout peur de quoi ? Des critiques, peur de ne pas vivre, de pas dépasser l'ombre du père. Mais je trouve que c'est un exercice psychologique tellement facile de penser comme ça parce que c'est tellement pas le cas. Je ne regarde pas du tout mon père comme un espèce de modèle freudien à dépasser. Pas du tout. Je me rends compte de l'immensité du privilège qu'est d'être son fils. Je me rends compte du puits de savoir et de sagesse et d'énergie qu'il est, et j'y puise le plus de choses que je peux. Il n'y a pas du tout de comparaison, il n'y a pas de volonté dynastique. Après, si vous me dites la politique vous démange, mais bien évidemment, la preuve, j'y suis déjà. Je débat Madame Garrido toutes les semaines, j'écris sur la politique quasiment tous les jours de ma vie. Je suis passionné par ça. Si encore une fois, si ma femme, et d'ailleurs vous devrez l'inviter, je pense que vous vous entendez très bien, si ma femme était ici, elle vous dirait que ça fait 15 ans qu'on n'a pas regardé un film drôle, que tout ce que je lis, que tout ce qu'on regarde, que tout ce qu'on écoute, c'est la politique ou la guerre. Enfin, pardonnez-moi, c'est pas du tout quelque chose d'artificiel que je vous dis, c'est ce que je suis, c'est ce que j'aime. L'histoire, c'est ma vie, l'histoire politique, c'est ma vie. L'affaire des nations, c'est tout ce qui m'a jamais intéressé depuis que j'ai 10 ans. Donc bien sûr que ça me démange, bien sûr que j'y réfléchis, mais la décision n'est pas encore prise. Alors parlons de politique, on a parlé de politique américaine. Comment vous voyez le paysage politique national aujourd'hui et où est-ce que vous vous situez ? Bon, on a compris que vous étiez libéral, mais ça ne fait pas ça ne vous situe pas très bien sur les différents partis. Par certains aspects, vous pouvez apparaître populiste, conservateur. Oui. Vous êtes attaché à la famille politique de votre père, les LR ? Idéologiquement, je ne suis pas encarté, je ne suis pas membre des Républicains, mais il est vrai que si demain je devais me présenter à une élection, ça serait difficile d'imaginer une autre étiquette, simplement parce que idéologiquement, c'est là où je me retrouve. C'est pas du tout par une loyauté vous quelconque. Arrivez à situer l'idéologie des Républicains, vous ? Je pense qu'aujourd'hui, vous soulevez... Non, mais vous êtes impertinente, mais je pense que beaucoup de personnes ne savent plus très bien ce qu'incarne ce parti. Bien sûr, parce que sur le régalien, on a l'impression qu'il y a une présence, une omniprésence du Rassemblement national qui l'a dépassé un peu partout, un message sur le libéralisme un peu contre-productif, quoique facilité par l'étatisme et le quasi-socialisme du Rassemblement national, et une différence bien plus marquée par contre avec la gauche. Donc vous me demandez comment je voyais l'échiquier politique. Je vais vous répondre en face de l'éventualité qu'est la nôtre, c'est l'élection présidentielle de 2027, avec un bloc central qui conserve quand même des forces que tout le monde enterrait, mais qui conserve certaines forces, c'est indéniable, mais qui quand même semble être moribond, au moins sur le moyen terme. Une gauche, pour l'instant unie, mais avec des vraies fissures qui se montrent, notamment avec la publication de ce livre, La Meute, où on voit justement les pratiques insupportables de Monsieur Mélenchon. Pour moi, à gauche, il y a une seule question, c'est est-ce que la gauche arrive, comme elle l'a prouvé après les européennes, de garder cette unité malgré les rivalités et de représenter et d'amener au combat une machine électorale immense qu'est le nouveau Front populaire. Si c'est le cas, la droite a du souci à se faire. Si ce n'est pas le cas, comme je le pense, la gauche sort de l'équation d'une certaine façon pour 2027. Ensuite, il y a au centre droit l'importance d'un chef qui va pouvoir montrer qu'il est à la fois crédible comme État successeur du groupe central et qui peut récupérer certaines voix, notamment sur le régalien du Rassemblement national.
Pour l'instant, ceci semble être incarné par Monsieur Retailleau, parce que c'est le seul qui... C'est intéressant, vous avez votre choix entre Laurent Wauquiez et Bruno Retailleau. Déjà, je ne suis pas membre des Républicains, je ne peux pas voter, et je vous le dis avec toute l'honnêteté du monde, je n'ai pas de candidat dans cette élection. Et d'ailleurs, je m'entends très bien avec les deux. C'est pas du tout le sujet. Moi, ce que je viens de vous dire, c'est une observation. Il est vrai que l'essor dans les sondages de Monsieur Retailleau, alors qu'il est ministre du président Macron, montre qu'il peut être crédible comme État successeur et à la fois qu'il puise des voix du Rassemblement national. Et juste pour terminer l'analyse face à 2027, avec la peine d'inéligibilité de Marine Le Pen, qui est quand même quelque chose qui est une bombe nucléaire, mais on a l'impression qu'elle a explosé sous silencieux, parce que la chose a été quand même rapidement classée. Elle est sortie du monde politique assez vite. Est-ce que ça vous choque? On parlait de votre père qui a parfois dénoncé le gouvernement des juges. Est-ce qu'on est en plein gouvernement des juges? La condamnation me choque pas elle-même, parce que le dossier est très bien étayé, et d'ailleurs la stratégie du Rassemblement national n'est même pas sur l'argumentation. C'est les parlementaires qui ont voté ça, mais est-ce que le peuple français n'est pas assez grand pour savoir pour qui il doit voter? Est-ce que l'inéligibilité, c'est une question qu'on pose jamais? Mais là, vous avez alors, il y a deux choses différentes. Un, il y a la condamnation en elle-même. Et là, même le Rassemblement national ne remet pas en question la condamnation. Premier point. Deuxième point, il y a la peine d'inéligibilité. Ça, il est vrai que je trouve que c'est un scandale. Bien sûr, parce que c'est la phrase de De Gaulle, la Cour suprême, c'est le peuple. Et c'est pas du tout à une élite, aussi légitime soit-elle, de dire au peuple français à qui elle a le droit de voter. Et quand on me dit, ah non, mais la peine d'inéligibilité, c'est dans le droit pénal, la juge a eu parfaitement le droit de... Oui, mais elle avait aussi le droit de ne pas l'appliquer. Et d'ailleurs, c'était un choix personnel. Et je remarque que chez les magistrats, l'obligation, c'est de maintenir surtout l'ordre social. Il est vrai qu'il y avait une vraie menace à l'ordre social, alors beaucoup moins qu'on pensait. C'est d'ailleurs intéressant de voir à quel point le RN peine à mobiliser un ras-le-bol sur cette question-là. On l'a vu notamment à travers leur discours et leur événement. Mais moi, juste pour finir, je pense que la domination du Rassemblement national est plus due, en vérité, à la faiblesse de la droite républicaine qu'à un essor de ce parti-là. Je ne crois pas vraiment en la force de ce parti sur le long terme. Je pense que c'est un parti d'opposition et qui est voué à mourir s'il gagne une élection présidentielle. C'est un parti jetable, si vous voulez. Et un parti fait pour être un parti d'opposition. Parce que quand on bénéficie du vote ras-le-bol à ce point-là, et qu'on est élu, et que les institutions sont contre nous, et qu'on ne peut pas remplir toutes ces promesses, on perd le vote ras-le-bol assez vite. Merci Louis Sarkozy, je crois qu'on vous connaît un peu mieux, on vous situe un peu mieux, on verra si vous lancez ou pas dans la course politique. Merci d'avoir été avec nous, c'était passionnant. Je vous laisse avec les informations et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro dans Toute Vérité.